Bonsoir Chirine Ardakhani. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocate franco-iranienne, présidente de l'ONG Iran Justice. D'abord, je vous présente Luc Brisson, qui est membre de notre cellule Vrai ou Faux et que l'on retrouve comme chaque soir à 7h. Bonsoir Luc. Bonsoir. Au-delà des opérations militaires, vous revenez ce soir sur la guerre de communication qui se joue entre l'Iran et Israël. L'Iran qui insinue notamment qu'Israël détruit ses propres caméras de surveillance pour minimiser l'impact des bombardements iraniens, vrai ou faux? Alors ce qui est vrai, comme vous l'avez dit, c'est que l'Iran cherche à montrer que ces bombardements sont très puissants en Israël et que Israël tenterait justement de les minimiser. Regardez ce post de l'agence de presse iranienne affiliée au régime qui s'appelle Mer News. On voit une vidéo où un homme est en train d'enlever ce qui semble être des caméras de surveillance dans la rue et c'est accompagné de ce commentaire. Le régime israélien tente de dissimuler l'ampleur des destructions et des pertes humaines dans les territoires occupés en retirant les caméras de surveillance. Sauf que cette vidéo qu'on voit ici, elle est complètement sortie de son contexte. On a retrouvé la vidéo originale, alors elle a bien été postée par la police israélienne, vous allez le voir, mais déjà elle date en réalité du 22 octobre dernier, elle n'est absolument pas récente, et puis elle est postée avec cette explication. Les policiers du commissariat de Galilée occidentale, alors c'est tout au nord d'Israël, continue de démonter des caméras installées par des organisations criminelles qui empiètent sur l'espace public. Donc c'est bien un policier israélien ici qui enlève des caméras, mais ça n'a absolument rien à voir avec le conflit iranien et une potentielle censure des images, même si, attention, actuellement, il existe une certaine censure militaire israélienne pour la diffusion de certaines images dans le cadre de la guerre. Mais ici, cette fameuse publication de l'agence de presse iranienne, eh bien, c'est une fausse information. Et la diffusion d'images trompeuses n'est pas seulement utilisée par l'Iran, Luc, mais aussi par les soutiens d'Israël. Oui, exactement. Regardez par exemple cette photo qui est postée par un soutien d'Israël sur X et qui est vue plus de 300 000 fois. Cette sympathique jeune fille juive israélienne était la pilote qui a tué Ramenei. Excellent. Alors, ce sont bien des avions israéliens avec appui des États-Unis qui ont abattu l'ayatollah Ramenei, mais l'identité des pilotes n'a pas été publiée. Donc cette photo qu'on vient de voir, elle est fausse et elle est en plus générée par IA. Regardez, on peut s'en rendre compte avec cet écusson qui est sur l'épaule de cette pilote qui ne ressemble absolument pas aux vrais écussons portés par les pilotes israéliens. Donc on le voit très bien dans ce conflit, eh bien, on a plusieurs narratifs qui s'affrontent et chaque camp n'hésite pas à détourner certaines images, voire à en créer certaines de toutes pièces pour servir sa propre communication. Merci beaucoup Luc Brisson. Rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de Vrai ou Faux, c'est le samedi? Le samedi à midi et le dimanche à 20h. Merci beaucoup Chirine Ardakhani. Cette guerre des images, cette guerre des narratifs, est-ce que chaque jour qui passe, vous craignez qu'elle augmente la possibilité de ressouder ou de souder la population iranienne autour du régime? Ah non, absolument pas. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que la population civile iranienne est épuisée. Elle est épuisée déjà de la répression épouvantable qui a eu lieu en janvier dernier. Le 8 et le 9 janvier, on se souvient que des milliers d'Iraniens ont été massacrés à même les rues de Téhéran. Ils étaient descendus massivement dans les rues pour dire non à cette République islamique d'Iran. Et les voilà aujourd'hui faisant face à un autre péril, mais qui est de même intensité et qui se poursuit, puisque la répression aujourd'hui se poursuit à leur encontre, mais ils font désormais face également aux bombes de l'étranger. Donc la mort pour les Iraniens, elle est partout, en réalité, depuis quelques semaines. Donc non, je ne crois pas que les Iraniens, aujourd'hui, du tout, aient envie de retrouver le régime iranien qui, malgré tout, s'accroche au pouvoir envers et contre tout. Je vous pose la question parce qu'après les premières images de joie, on se souvient qui avaient été postées par certains Iraniens après l'annonce de l'élimination de l'ayatollah Khamenei. Ce sont des images de destruction qui nous parviennent quotidiennement de Téhéran. Et d'après ce que nous disait Siavash Ghazi, qui est le correspondant de France 24 et d'RFI à Téhéran, il y a aujourd'hui des bombardements qui visent des immeubles civils. Écoutez-le. De plus en plus, des quartiers résidentiels sont touchés, directement visés par des frappes israéliennes et américaines. Dans la nuit, les quartiers du nord-est de la capitale, mais aussi à l'ouest et dans le sud de Téhéran ont été visés. Plusieurs immeubles d'habitation avec 20 appartements ont été durement frappés par des missiles directement. Un secouriste racontait que la destruction était si importante qu'on ne pouvait pas distinguer si les victimes étaient des femmes ou des hommes. D'autres donc
donc d'autres cibles ont également été visées, notamment dans la ville de Karaj. Là, après une frappe très puissante, le ciel est devenu tout d'un coup bleu et on pense qu'il s'agit de bombes électromagnétiques parce que l'électricité a été immédiatement coupée dans cette zone. Et puis il y a aussi des frappes contre des installations civiles, notamment 3 usines pharmaceutiques ainsi qu'une usine de farine et une usine de batterie en province qui ont été visées. Donc une manière de désorganiser la vie des Iraniens qui sont déjà sous les bombes. Des immeubles, des infrastructures civiles visées, c'est pas vraiment une bonne manière d'inciter les Iraniens à se retourner contre le régime? Et vous savez, ça fait un moment qu'on dit que la guerre, ça tue des gens, ça tue des civils. Et donc, évidemment que nul n'est dupe du fait qu'une guerre qui, par ailleurs, est une guerre absolument illégale, va faire des victimes civiles. Et donc, personne aujourd'hui ne croit au narratif qui consiste à dire qu'il n'y a que des cibles militaires qui seraient visées dans le cadre de frappes. D'ailleurs, on est à plus de 1200 morts aujourd'hui civils. Il est avéré désormais qu'il y a des petites écolières qui ont été tuées à travers les frappes. Donc, tous les récits qui consiste à dire qu'il n'y aura pas... Il y a des présomptions des Américains. Il y a des présomptions que ça devenait effectivement des Américains, Non, mais l'histoire n'est pas définitivement réglée. Non, mais réglée. que des jeunes filles aient été tuées, ça, c'est une certitude. Absolument, c'est établi. D'où viennent les circonstances? Peu importe. Non, mais je ne suis pas en train de défendre, je vous dis juste que la question, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec ce conflit, qui meurent, plus de 1200 ça, y a aucun doute là-dessus, qui sont mortes. De la même façon qu'il y a quelques semaines, le régime iranien a tué des milliers de civils. Oui. Donc aujourd'hui, la question, c'est de savoir jusqu'où vont aller les uns et les autres. Tous les belligérants, ça vaut pour l'Iran, ça vaut pour les Israéliens et ça vaut pour les Américains. Vous, Shirin Erdakani, pour qu'on comprenne bien, vous étiez contre cette guerre parce qu'il y a une partie des ressortissants d'origine iranienne ou des opposants iraniens qui étaient pour, qui réclamaient une intervention de ce type des États-Unis. Vous, depuis le début, vous êtes contre pour qu'on comprenne bien. En fait, si vous voulez, moi, je suis avocate. Donc, en fait, une avocate, c'est pas anormal, c'est même insensé qu'une avocate veuille qu'on fasse une guerre qui est illégale. Attendez, on va justement reprendre. Non, mais tout le monde nous comprenne. Ça n'a aucun sens. Moi, ce que je dis, c'est que les Iraniens, aujourd'hui, ils n'ont aucun bon scénario. C'est-à-dire qu'ils font face à une république islamique qui les massacre, sans que d'ailleurs nul ne soit allé les secourir au plus fort de la répression, donc c'est-à-dire en janvier dernier, quand on avait des milliers et des milliers de morts dans les rues, tout le monde était spectateur de cela, et que désormais, alors que le plus dur est passé, alors il se poursuit, la répression, elle se poursuit. On a tué des gardiens de la Révolution, mais les tribunaux révolutionnaires, ils continuent de condamner à mort tous les jours. Donc c'est bien la preuve que même s'il n'y a plus de gardiens, on va dire, en surface aux commandes, la répression suit son cours. Et on a aujourd'hui Donald Trump et Netanyahou qui, de leur propre chef, ont dit qu'ils allaient frapper les Iraniens. Moi, la question que je pose, c'est en quoi, aujourd'hui, les civils, en quoi les Iraniens sont avancés par ces frappes? Je voudrais juste pour comprendre. Vous avez dit sur l'antenne de France Info que le 8 et le 9, alors que la population appelait à l'aide, tout à fait. Donald Trump avait dit on arrive, on va bientôt arriver, et qu'on les avait lâchés. Qu'aurait-il dû faire, ou qu'est-ce que les Européens auraient dû faire pour les aider? Puisque vous parlez de guerre illégale. Alors, après, mais est-ce qu'il y a des guerres légales? Ça, c'est autre chose. Voilà. Je voudrais qu'on éclaircisse, puisque vous parlez de droit, ce concept de guerre illégale, guerre légale. En gros, nous avons une population dont on croit qu'elle fait appel à nous, dont on a l'impression, à nous, c'est un collectif dans le monde. Ça s'appelle les Nations Unies et le multilatéralisme. Alors, qu'est-ce qu'il fallait à ce moment-là? Qu'est-ce qui devait se passer pour venir en aide au peuple iranien? Bien. Alors, je vais vous répondre. Alors, évidemment, moi, je ne suis pas un chef d'État. Moi, je ne suis qu'une petite avocate. Quand vous avez des suspicions de commission de crimes contre l'humanité, ce qui est le cas en Iran depuis 47 ans, la population iranienne fait l'objet d'une répression épouvantable, des pendaisons, des exécutions extrajudiciaires, etc., etc. Il y a des obligations internationales. Ce sont des traités qu'a ratifié la France, qu'a ratifié un certain nombre d'États. Il faut prévenir ces crimes contre l'humanité. Et comment est-ce qu'on fait pour prévenir des crimes contre l'humanité? Ça ne concerne pas que les Iraniens. Je vous rassure, ça concerne aussi les Ukrainiens, ça concerne aussi les Palestiniens, ça concerne en fait tous les peuples aujourd'hui qui sont sous la loi d'une dictature ou d'un agresseur. Eh bien, il faut porter secours et assistance à la population civile. Mais comment on fait pour porter secours et assistance à la population civile? Déjà, il faut se réunir dans le cadre
des Nations Unies, le Conseil de sécurité. Je termine. Et ensuite, il faut voter une résolution dans le cadre des Nations Unies pour aller porter secours à la population. C'est pas nécessairement d'aller les bombarder, c'est de déployer des forces qui sont des forces de pacification, comme par exemple les casques bleus, qui vont aller protéger les civils. Et qui vont protéger les civils contre qui ? Contre ceux qui les agressent, c'est-à-dire le dictateur du dedans, Khamenei et consorts, et qui va mettre fin, justement, aux crimes contre l'humanité. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Parce que, précisément, le Conseil des Nations Unies, aujourd'hui, il est verrouillé par la Chine et la Russie, mais aussi parce que personne n'a porté même l'idée de cette résolution. Il n'y a aucun membre du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est même allé jusqu'à la confrontation, parce que quand bien même il y aurait un veto, eh bien on peut bypasser et aller devant l'Assemblée générale des Nations Unies et de décider tout de même de cette intervention-là. Mais rien n'a été fait, puisque aujourd'hui, nul ne défend ces institutions-là. Et on accompagne les violations. Les inspections sur le nucléaire jusqu'au bout comme on voudrait, où il y a un soupçon permanent de fraude, de mensonge et de contournement. Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Vous pensez vraiment que le Conseil de sécurité, qui jusqu'à nouvel, comme vous l'avez dit, est composé de gens qui sont des soutiens à l'Iran, vous croyez qu'on va arriver avec des casques bleus et que ça va suffire, que les mollahs vont dire « Ah ouais, on respecte les droits de l'homme » Prenons une autre perspective. Khamenei, c'est un grand criminel contre l'humanité. Et d'ailleurs, tel père, tel fils, Mojtaba Khamenei n'est que le digne héritier de cet empire criminel. Bien. Il y a eu des sanctions de toute nature qui ont été prises par l'Union européenne contre les gardiens de la Révolution et ses sbires. Bien. Nous avons dit depuis un certain nombre d'années, je faisais partie de ces gens-là, il faut sanctionner et il faut inscrire sur la liste des entités terroristes les gardiens de la Révolution. Ça n'a jamais été fait pendant 3 ans. Nous avons expliqué qu'il fallait se saisir des juridictions internationales, mais aussi des juridictions internes, pour émettre des mandats d'arrêt contre l'ensemble de ces dignitaires. Et voilà que nous les accueillons à bras ouverts pour leur délivrer des visas pendant les Jeux Olympiques, puisque l'ensemble des dignitaires ont pu comme ça se balader partout en Europe. Donc aujourd'hui, on vient nous dire, on a tout essayé, on ne peut plus rien faire. C'est faux, on n'a pas tout essayé. On a même négocié pendant très longtemps avec ces bourreaux-là. Et aujourd'hui, on vient dire, les Iraniens, désolé pour vous, vous n'avez pas d'autre choix que de mourir. Mais c'est insupportable, cette idée. Elle est obscène. Alors, au fond, si je résume, les Iraniens, ils ont le droit aux balles des dictateurs ou alors les bombes des étrangers. Voilà, ils n'ont pas le droit de vivre. Ils n'ont pas le droit de vivre libre. Est-ce qu'on serait philosophiquement fondé ? Et moi, il faudrait que j'analyse ça. Non, mais je dis simplement, est-ce qu'il y a aussi un problème de morale ou de philosophie ou de droit, qui est de quel droit on irait, et d'ailleurs le problème s'est posé parce qu'avant même l'intervention américaine, certains des Iraniens disaient c'est à nous de le faire, on n'a pas besoin d'une intervention étrangère pour ça. Quel serait philosophiquement notre... pourquoi on aurait le droit d'aller se mêler ? Mais parce que c'est ce que prévoit la loi internationale. Il y a des résolutions par le passé qui ont été votées de mettre sur la liste des organisations terroristes pour protéger les civils. On a non seulement le droit mais aussi l'obligation de protéger des populations civiles lorsqu'elles font face de façon systémique à des violations extrêmement graves de leurs droits, des droits humains et des crimes contre l'humanité. Sans quoi la charte des Nations Unies, qui quand même pose 3 principes extrêmement clairs. Le premier, c'est l'interdiction du recours illégal à la force. Ça vaut pour l'Iran, ça vaut pour tous les autres États. Le deuxième, c'est le droit des peuples à s'autodéterminer, c'est-à-dire à aller vers la démocratie. Et le troisième, c'est de prévenir toutes sortes de crimes contre l'humanité. Les Européens et les Nations Unies étaient fondés à intervenir pour prévenir ces crimes contre l'humanité. Et quand aujourd'hui, moi, avocate, je passe, je ne le dis pas évidemment pour vous, mais que je passe à chaque plateau 15 minutes pour déjà expliquer pourquoi est-ce qu'on peut agir pour protéger les populations civiles sans aller les bombarder en disant que c'est pour leur bien, et bien évidemment, après, il me reste 2 minutes pour expliquer ce qu'on pourrait faire concrètement pour aider les populations civiles. Il nous reste un quart d'heure, c'est ça la bonne nouvelle. Mais vous voyez à quel point le débat, de plus en plus, il se rétrécit parce qu'on accompagne ces violations. On les accompagne. Et aujourd'hui, la question qu'on pose, c'est est-ce que Donald Trump, il a raison de faire ça ? Mais vous vous rendez compte de l'espace-temps dans lequel on vit ? On n'est pas là-dedans, on est à émettre des doutes éventuellement. Quand on se souvient, pour ceux qui sont les plus vieux, ce qui s'est passé avec les attentats du Drakkar, c'est comment les Iraniens se vengent d'un certain nombre de choses. Voilà, c'est tout. Mais ils vont se venger contre la population aujourd'hui. D'ailleurs, ils continuent de le faire. Je laisse la parole à ça. Ma vraie question, c'est de savoir si vous savez ce que les Iraniens, ceux qui sont là-bas, attendent concrètement nous. Est-ce qu'ils sont la fin du régime, unis contre éventuellement maintenant les Israéliens et les États-Unis en considérant que ils sont finalement pas unis contre eux. Non. Et
est-ce qu'ils sont désespérés? Enfin, juste savoir. Ils sont désespérés. Vous l'avez dit, Nathalie Saint-Cric, les Iraniens sont épuisés de 47 ans de dictature. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Là, j'ai discuté avec mes proches tout à l'heure à Téhéran. Ils me disent, Chirine, c'est l'apocalypse. C'est-à-dire que c'est simple, il y a des frappes. Toutes les minutes, ça ne s'arrête pas. Les enfants pleurent, on est terrés chez nous, on ne sait plus quoi faire, on est désespérés, c'est normal, c'est la guerre. Donc ils ne savent plus quoi faire. Et donc quand on capitalise sur la désespérance des peuples en disant mais qu'est-ce qu'il faut faire, évidemment que les Iraniens terrés chez eux, ils sont pas dans les briefings des Nations Unies, ils vont pas dire alors voilà ce que nous demandons. Ce que veut le peuple, c'est la fin d'une dictature théocratique militarisée qui les a massacrés pendant 47 ans. Ils veulent que la communauté internationale agisse et donc ils ont accueilli favorablement, c'est normal, la mort de leur bourreau, le criminel contre l'humanité. Et en même temps, vous savez, moi, dans ma famille, il y a des gens qui ont été pendus par Khamenei. Et quand même, malgré tout, malgré mes bas instincts, qui me réjouissent de la mort de Khamenei, je me dis de quel droit on a privé ma famille de la justice. Parce que moi, j'aurais voulu que ces gens y répondent de leurs crimes. Parce qu'ils ont des explications à donner sur les milliers et les milliers de jeunes qu'ils ont arrachés à la vie. Et donc, on m'a aussi privé de ça. Et donc, c'est des questions qui sont légitimes. Et aujourd'hui, ce que moi, je regrette, c'est que la voix française, parce que moi, je suis aussi française, elle est inaudible, elle est en dessous de tout. Et non seulement elle n'a pas défendu les populations civiles, mais elle a aussi renoncé, en fait, au principe que moi j'ai appris quand j'étais à la fac de droit. Donc le droit international, c'est pas juste incantatoire. Il faut le défendre, il faut le faire respecter concrètement. Sinon, c'est bon pour, effectivement, les bouquins de droit. Donc aujourd'hui, moi je trouve que la France a une responsabilité. Quand j'ai entendu hier soir sur un plateau télévision, et pardon, après je redonne la parole, j'ai entendu un membre du gouvernement, sans doute avec des bonnes intentions, dire « Oui, le droit international, c'est bien, mais pour le faire respecter, il faut être puissant. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que c'est terminé ? C'est quoi alors ? C'est quoi l'alternative au droit international ? C'est ce qu'on voit, c'est le parti des brutes. C'est Trump, c'est Netanyahou, Khamenei et consorts qui continuent là de se faire une rhétorique. Les uns disent œil pour œil, dent pour dent. Les autres disent on va vous anéantir. Et les populations civiles dans tout ça ? 1200 civils en Iran, 500 au Liban, 1 million de déplacés. Jusqu'où on va aller ? Le plan américain, en tout cas, une des manières dont il a été présenté par Donald Trump, parce qu'il y a eu plusieurs manières, c'était de dire on va décapiter le régime, on va bombarder les gardiens de la révolution, on va en tuer le plus grand nombre possible, les infrastructures, en espérant que le peuple qui a manifesté au début du mois de janvier avec tant de volonté et de courage, que le peuple renverse ce régime. Visiblement, voilà, c'était une des hypothèses qui était sur la table. Ça ne s'est pas passé. Est-ce que ça a encore une chance de se passer, d'après vous ? Mais en fait, le problème, c'est que tout le monde parle à la place du peuple iranien, mais personne n'entend vraiment ce que disent les Iraniens. C'est pour ça qu'on vous a demandé tout à l'heure. Oui, mais après, les Iraniens, ils ne sont pas tous d'accord. Ils ne sont pas tous d'accord. C'est pas un bloc monolithique. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Vous demandez, il y a combien de Français ? Les Français, ils sont pas d'accord entre eux. Voilà. C'est un fantasme de dire qu'il y ait 92 millions d'Iraniens qui pourraient penser la même chose. Évidemment qu'il y a des sensibilités différentes. Il y a des gens qui étaient favorables aux frappes. Il y a des gens qui le sont toujours. Il y a des gens qui étaient vigoureusement défavorables. Évidemment que les Iraniens, ils pensent pas tous la même chose. Mais nul n'est le porte-parole des Iraniens. Et on s'en fiche. C'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que Donald Trump, quand il entretient ce fantasme de on va décapiter la tête et puis du coup ça va être fini. Déjà d'une, c'est faux. C'est un système totalisant, la République islamique d'Iran. C'est une idéologie fanatique, c'est l'islam politique amené à son paroxysme dans une bureaucratie totalitaire. Vous l'avez vu, Khamenei, on l'avait dit au premier jour, Khamenei père, meurt, aussitôt c'est son fils. Et si c'est pas son fils, c'est pas grave. Non. Il y en a 2000 pour prendre la suite. Donc, en réalité, comment est-ce qu'on décapite ce régime ? Eh ben, c'est pas possible de le faire en les dézinguant tous les uns à la suite des autres. Et donc, il faut trouver une solution politique pour aider les Iraniens. Justement, pour faire poser différemment la question de Sonia, pourquoi ? Parce qu'on nous dit souvent, on parle de la société iranienne, ça fait quand même 90 millions de personnes, avec un haut niveau d'études, d'éducation, de connaissances, de culture. Bien sûr. Comment expliquez-vous, bien que ça dure depuis une éternité, 45 ans, qu'il n'y ait pas eu un embryon de résistance ou d'organisation de quelque chose ? Parce qu'on nous dit, ça se termine toujours mal quand on intervient militairement. On nous cite l'Afghanistan, qui n'a aucun rapport avec l'Iran. On nous cite la Libye, on nous cite l'Irak, d'un point de vue de l'organisation et de
de l'élaboration, c'est une des plus belles civilisations. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une sorte de petit relais qui puisse se faire? Comment ils ont réussi à éradiquer tout le monde? Et par la répression. Vous savez, moi, je défends des dissidents qui sont aujourd'hui incarcérés. On en parlera peut-être, Narges Mohammadi, qui est le prix Nobel de la paix, mais il y en a plein. Des Narges Mohammadi dans les prisons politiques iraniennes, il y en a des milliers. En fait, en Iran, dès que vous entreprenez de faire quelque chose, et pourtant, il y a des mouvements de résistance, vous êtes aussitôt incarcéré. Donc, en fait, ils ont, pendant 47 ans, fait en sorte qu'il n'y ait aucune émergence politique qui puissent voir le jour. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des milliers et des milliers de prisonniers politiques. Mais quand vous avez une mentalité tyrannique, en fait, qui s'empare de la population, mais au fond, même la population finit par se dire « Bon, en fait, nous, on n'a pas d'autre dessein que la tyrannie. » Et ils attendent des sauveurs extérieurs. La démocratie, c'est quelque chose quand même qui s'apprend au long cours. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, et pour terminer là-dessus, quand il y a une période de guerre, de toute façon, les gens, ils ne vont pas aller dans la rue. Parce que quand vous avez peur de vous prendre les bombes, vous n'allez pas aller manifester. Là, la priorité aujourd'hui des Iraniens, c'est de se mettre à l'abri alors qu'eux n'ont aucun abri. C'est de pouvoir continuer à vivre. Par exemple, moi, j'ai des proches, mais il y a plein de gens qui sont dans cette situation. Il y a des gens qui sont atteints, par exemple, de maladies chroniques et de cancer. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font ? Aujourd'hui, ils n'ont pas accès à des médicaments. La vie doit se poursuivre. Il y a des gens qui doivent attendre leur pension parce que vous avez des gens qui perçoivent des pensions qui n'ont plus de pension. Il y a des gens qui doivent aller se revitailler, qui n'ont plus d'essence, etc. Donc, en fait, plus le conflit dure, plus les gens ils doivent se battre matériellement pour survivre, et donc ils vont pas aller dans la rue. Et ça, à mon sens, c'est un mythe, c'est un fantasme. Ça n'arrivera pas. Et là où la diplomatie européenne, là encore de mon point de vue, est dans l'erreur absolue, c'est que j'entendais le représentant du Quai d'Orsay il y a quelques jours sur un plateau de télévision dire « La France appelle à la désescalade et appelle le régime iranien à changer de posture ». Mais c'est pas ça qu'on devrait entendre. C'est aujourd'hui, les Iraniens doivent rendre les armes, il faut qu'ils acceptent leur défaite à la fois politique, parce que quand vous commettez des crimes contre l'humanité, vous n'êtes pas légitime à rester au pouvoir. Et l'Europe doit cesser de reconnaître, de la même façon que nous n'avons pas reconnu les talibans avant de rétropédaler et de les reconnaître en expliquant que c'était les talibans 2.0 en août 2021. Ça, c'est pas de voilà. les Américains. Oui, mais c'est aussi quand même la diplomatie globale. C'est de dire, nous ne reconnaissons plus la République islamique diplomatiquement comme étant un interlocuteur. Et nous appelons à une transition démocratique avec un retour aux urnes sous mandat des Nations Unies. Il y a des solutions qui sont possibles. Vous pensez qu'ils vont dire mais c'est formé bien sûr. Nathalie Saint-Cric, bien sûr qu'ils s'en foutent. Nous, on reconnaît tous. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre en fait ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Toute la question. Les destructions ? Ce que nous propose le Parti des Brutes international ? Ce n'est pas possible d'avaliser ça. On doit continuer à se battre. Il faut que politiquement, il y ait des gens pour incarner ça. Shirin Ardakani, vous continuez à vous battre notamment aux côtés de cette prix Nobel qui est emprisonnée en Iran depuis le mois de décembre, Narges Mohammadi. Vous défendez également la famille des deux Français, Cécile Collère et Jacques Paris, qui ont passé 4 ans en prison, qui ont été libérés en novembre et qui sont maintenant assignés à l'ambassade de Téhéran. Vous avez des nouvelles d'eux ? Alors moi, j'ai pas mandat pour m'exprimer spécifiquement aujourd'hui pour eux, mais par contre, je devine évidemment le calvaire de Cécile Collère et de Jacques Paris, qui sont les témoins objectifs et malgré eux des bouleversements de l'histoire iranienne depuis 4 ans. Ils ont tout vu, tout connu, tout vécu. Ils ont connu le fait d'être otages d'État dans des conditions épouvantables, avec des conditions inhumaines et dégradantes, à l'isolement quasiment pendant toute leur détention, c'est-à-dire sans voir un être humain. Et aujourd'hui, voilà qu'ils connaissent non pas une guerre, mais 2, puisque en juin 2025, alors qu'ils étaient à la prison d'Evin, ils ont été bombardés. Ils ont quand même manqué de mourir, pas une fois. Et voilà que, alors qu'ils sont à Téhéran, chaque soir, ça bat sur eux des bombes. Et ils doivent encore aller rendre des comptes devant le régime iranien, puisqu'ils ne sont pas tout à fait libres de leur mouvement et qu'ils sont scrutés. Donc, en empathie avec Cécile Collère et Jacques Paris, j'imagine que là, ils sont dans un état plus d'anxiété. Là, c'est vraiment à se demander si ce calvaire, qui est celui au fond de tous les Iraniens... Ils sont à l'ambassade. Hein. Ils sont à l'ambassade, mais là, ils vivent ce que les Iraniens vivent au quotidien. Et effectivement, alors même qu'on s'attendait sans doute à un retour proche avant la guerre, là, on comprend bien que le fait qu'ils ne puissent même pas monter à bord d'un avion, puisque de fait, la guerre amène ça reporte au moins d'autant. Voilà, donc la situation est catastrophique à tous les niveaux.
Merci beaucoup, Chirine Ardakani, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Donc, avocate franco-iranienne et présidente de l'ONG Iran Justice. Je signale aux téléspectateurs qu'une émission spéciale avec Caroline Roux sur France 2 sur cette guerre au Moyen-Orient aura lieu ce soir à partir de 20h50, juste après le 20h de Léa Salamé. Voilà, ne vous manquez pas cet événement exceptionnel avec Caroline Roux. Merci encore. Merci Nathalie. Bonne soirée sur France Info et à demain, 18h.